Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous construisons la perfection pour nos frères humains qui viendront après nous, pour nos descendants, nos enfants. Alors il faudra encore quelques siècles de travail, mais c'est selon moi l'orientation des progrès philosophiques, spirituels, euh, matériels, technologiques, etc. de l'humanité. Même si ça donne le sentiment de l'inverse, d'aller vers la catastrophe ou quoi que ce soit. En réalité, on construit ce paradis et on passe par l'antagonisme, par la destruction et la reconstruction, on frôle de temps en temps le danger, mais l'humanité en ressort tout le temps. Pour se faire une petite idée, il faudrait se resituer par exemple dans les années 41, 42, en Europe. Les gens devaient penser qu'on ne sortirait jamais de cette évolution guerrière que nous imposait le Reich et le nazisme et le fascisme qui promettait un règne de 1000 ans. Donc, pourtant, 3 ans après, on dansait sur toutes les places d'Europe la libération. Donc voilà comment ça se passe dans l'évolution de l'humanité. Là, en ce moment, il y a une guerre, elle se finira. Il y a 2 guerres ou 3 sur le monde, peut-être davantage. Mais elles se finiront. Voilà, il y a un moment où ça s'arrêtera. La pollution et enfin tous les comportements que nous avons, que nous continuons à soutenir, par exemple les profiteurs entre guillemets du pétrole, des énergies fossiles, partout sur la planète, hein, ceux qui le vendent, ceux qui l'extraient, etc., etc. Ils voudraient que ça continue, mais ça s'arrêtera. Voilà, on va vers la fin de ces énergies fossiles. Et si demain, des scientifiques vraiment, la société civile dit que on ne peut plus continuer parce qu'il y a un danger d'extinction de la planète, eh bien, l'ensemble humain s'arrête, comme on a déjà expérimenté cela avec le Covid. L'humanité a fait l'expérience de pouvoir arrêter complètement le monde ou de passer brutalement d'un système à un autre. Donc on sait maintenant le faire à l'échelle mondiale. Et donc, il est probable que ça soit le danger qui nous arrête, qui nous fasse passer plus rapidement d'un modèle à un autre, par exemple. Voilà. Alors, j'ai entamé une réflexion à partir d'un épisode de France Culture avec philosophie consacré à l'Amérique, puisqu'il y a les élections bientôt. Et donc, c'est le nouveau monde. Là, c'est l'épisode 1. La découverte a été faite, mais le nouveau monde, une proie d'un désir puissant. Et c'est comment les Occidentaux sont arrivés là-bas, comment ils se sont organisés pour spolier la terre, pour occuper la terre, pour prendre la terre aux autochtones qui vivaient sur un autre modèle, un modèle différent. Et au lieu d'adopter le modèle des autochtones, ils ont imposé le leur. Pourquoi, etc. Ça soulève toutes ces questions-là. Alors, ça parle de John Locke, ça parle de Volney, et ça parle de Chateaubriand. Voilà, alors je lance
mieux que l'audio personne. et Est-ce que vous pouvez nous c'est la rappeler, quatrième vidéo Mathieu Renaud, là-dessus. les engagements personnels de John Locke, que ce soit comme secrétaire de Lord Ashley, comte de Shaftesbury, ou que ce soit en son nom propre, dans des entreprises coloniales, dont certaines d'ailleurs pratiquaient la traite des Noirs. Alors, je ne savais pas Oui, il du a tout été que secrétaire John Locke... de Lord Ashley Cooper pour la secrétaire des lords propriétaires qu'on appelait ça, comme on appelait ça de la colonie de Caroline. Hein. C'est encore une colonie de propriétaires, c'est pas une colonie de la couronne. Donc après, il a eu différents rôles un peu plus tardivement dans des boards of trade, enfin je sais pas comment, conseils du commerce et qu'on appellerait après, qu'on aurait appelé après des conseils des colonies. Il a aussi investi dans la Royal African Company pour la traite négrière. Il est complètement investi là-dedans. C'est pas un philosophe de chambre, de toute façon, ou un philosophe d'université. Il y en avait pas. C'est quelqu'un d'investi dans les affaires de son temps et dans les affaires coloniales. Et même, il avait une île à son nom. Alors, malgré tout, on voit là les limites du philosophe. Hein. Il y a le pouvoir du philosophe, donner le pouvoir au philosophe comme le préconisait Platon, il faut quand même regarder quel philosophe, parce que ce ne sont que des hommes en réalité. Et donc, il y avait certainement des philosophes qui étaient anticolonialistes, anti-esclavagistes, qui regardaient les choses vraiment sous un autre aspect, la colonisation et l'esclavage. Et puis, il y avait des philosophes qui étaient libéraux et qui étaient complètement dans la mouvance de l'Occident, pro-occidentaux. Et aujourd'hui, on retrouve exactement la même chose. Il y a des philosophes qui sont pro-occidentaux, qui soutiennent l'Occident qui ne veut pas lâcher prise pour partager le pouvoir ou pour rendre le pouvoir à l'ONU, pour passer sur un modèle universel, alors que le monde réclame cette universalité, réclame plus de justice, réclame la fin de l'occidentalocentrisme, en fait, hein, et de l'occidentalo-prédateur, on pourrait dire. Et donc, il y a des philosophes qui s'opposent totalement à ça. J'en fais partie, voilà. Et j'ai pas peur de me considérer comme philosophe naïf et atypique, mais avec une vision philosophique. Et donc, de tout temps, on retrouve ça. Au large de la Caroline, qui a changé de nom depuis. Il n'y est jamais allé, il a eu des projets pour y aller, mais comme beaucoup, il en parle beaucoup, mais il ne sait pas vraiment de quoi il parle, parce qu'il n'a jamais mis des pieds. Enfin, il connaît ça par des rapports de colons et par des récits de voyage, mais ça ne serait pas le seul. Donc, bon, mépris. Là, je peux dire que je lui ressemble un peu, sur cet angle-là, de parler de choses que je ne connais pas, d'en parler beaucoup. Avec quand même que je connais pas bien. Racisme supposé quand on regarde les choses aujourd'hui, mépris pour les Indiens, les Amérindiens, et mépris du problème de l'esclave à l'égard du problème de l'esclavage des Noirs. Est-il sensible? Et là, il y a quand même, voilà, on voit à quel point la philosophie libérale était dès l'origine déjà avec il lui manquait le spirituel, parce que le spirituel lui aurait permis de penser l'égalité, de penser qu'il fallait... Il est dit que John Locke a été à un moment contre l'esclavage, etc. Il me semble que j'ai entendu ça. Mais de façon déterminée, non. Alors, c'est là où la philosophie, on pourrait dire, socialiste, qui pratiquement se retrouvait pratiquement à cette époque-là, non, un siècle après, était du côté de l'universalisme. Donc il y a bien quelque chose entre le libéralisme
la droite, en somme, et le système dominant, le désir de dominer, et la gauche et le système d'égalité. Il y a bien la gauche, l'égalité, la droite, la liberté d'entreprendre, même au détriment d'autrui. La question, pense-t-il que c'est une manière de travailler? Et puis voilà, je rappelle quand même que Locke a toujours dit que le travail doit être rémunéré. On va chercher chez lui une théorie du salariat parfois. Et lui, il n'a aucun problème à mettre de l'argent dans des compagnies qui s'occupent de la traite des Noirs. Non, visiblement, il n'a aucun problème. Le travail, en effet, chez Locke, est ce qui permet d'acquérir la propriété, normalement, on ne devrait pas pouvoir acheter. C'est juste le mépris d'autrui, d'un autre, en fait. Le mépris d'autrui. Le mépris de le fait qu'il pensait réellement qu'il n'avait pas d'intérêt, que c'était pas des hommes comme les Occidentaux et comme les Anglais en plus à l'époque, ou comme les Européens. C'est hallucinant. Et de toute manière, pour s'imposer, il faut avoir cet état d'esprit. Sinon, il ne serait pas allé là, ou il y serait allé en tant que critique. Mais pour coloniser, il faut mépriser l'autre. Il faut à tout prix penser qu'il n'est rien. Et c'est là où aujourd'hui, les descendants nos dominants sont les descendants de cet état d'esprit. C'est pour ça qu'ils peuvent penser ceux qui sont tout et ceux qui sont rien. Qui peuvent penser qu'il y a les sans-dents, qu'il y a etc. Qui peuvent avoir ce mépris de l'inférieur, du peuple, du prolétariat, etc. Parce que en fait, ce mépris, cet esclavagisme dans la colonisation, mais il était en cours en Occident. Les ouvriers au 19e siècle étaient des esclaves. C'était exactement pareil. Donc c'est juste un problème de dominant et de dominé, cet état d'esprit. Et c'est ça qu'on doit changer, c'est ça sur lequel on doit travailler. On doit travailler sur l'état d'esprit des dominants, plus que sur les relations entre... voilà, en règle générale, et c'est pour ça que le communisme, quand il s'est imposé, il a dit « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». En réalité, il avait compris que c'était à ce niveau-là que ça se passait. Le communisme, la gauche, les gauches radicales ont compris que c'est là où ça se passe. Après que les gauches radicales finissent par devenir criminelles lorsqu'elles prennent le pouvoir, comme avec en URSS lorsque Staline a pris le pouvoir, c'est indéniable. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument neutraliser. C'est la même chose, mais c'est un problème de dominant. C'est exactement pareil. Travail, la propriété qu'on a sur soi-même, sur les choses. Malgré tout, il y en a, et ça se voit chez Locke, on peut acheter le travail des autres. Bon, ça, c'est une première question. Sur l'esclavage, certains vont dire, mais non, il y a une il y a une critique, de l'esclavage chez Locke, parce qu'au premier chapitre du premier traité du gouvernement civil, il dit que l'esclavage est un état civil et si misérable qu'aucun gentleman anglais ne saurait accepter cette chose-là. Mais il faut rappeler que quand il parle de l'esclavage ici, il ne parle pas du tout de l'esclavage des Noirs, il parle de l'esclavage des sujets anglais sous une monarchie absolue. En fait, c'est tout un processus de métaphorisation de l'esclavage qu'on retrouvera chez Rousseau, chez d'autres, qui transfère la situation ou la condition d'esclave sur des sujets blancs européens. Donc, en fait, il ne parle pas de l'esclavage, et il trouve tout à fait des moyens de le justifier, si tant est qu'il s'y intéresse. Quand il a un chapitre intitulé « De l'esclavage » aussi dans le deuxième traité, il ne parle pas de... Et c'est un désir de puissance qui pousse tout ça en réalité. C'était le désir que l'Angleterre soit les leaders du monde. C'est à l'époque, faut le dire, c'était en Europe, c'était la compétition farouche, la guerre constante entre les États pour l'hégémonie, pour la puissance,
Enfin, c'était et depuis des siècles déjà. Donc, ils ont amené, c'est ce qui fait qu'ils avaient sophistiqué les armes de guerre, la violence, la raison, donc au détriment de l'empathie, au détriment de la capacité de voir autrui, etc. Donc il y avait ce côté forcené dans l'Europe qui s'est transvasé en Amérique et qui a permis qu'avec cette violence absolue, il ravage les peuples qui étaient déjà là. Et ils ont fait la même chose en Afrique. L'esclavage tel qu'il accourt et tel qu'il y participe, même indirectement, via son rôle dans l'administration coloniale. Et c'est pour ça que j'ai écrit, mais depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans que j'ai écrit ça, qu'en définitive, celui qui arrive à écraser l'autre militairement, c'est toujours l'inférieur en réalité dans le système, même s'il gagne, même s'il parvient à son génocide, même s'il parvient, il est inférieur au niveau psychique parce qu'il lui manque du spirituel. Il peut être supérieur techniquement, il peut être supérieur au niveau de la froideur, mais en réalité, humainement parlant, il est inférieur à celui qu'il abuse. Et donc, et là, on retrouve la pensée sans doute de Hegel, mais sous un certain angle, hein, mais l'esclave est supérieur psychologiquement parce qu'il n'avait pas besoin de sophistiquer cette cruauté, cette violence, ce système. Donc, il y avait le spirituel qui avait une place prépondérante au sein de la société. C'est certainement ce qui se passait au niveau des Indiens d'Amérique. Leur spiritualité, elle était un peu comme spinoziste, hein, on pourrait dire. Elle était liée à la nature. Le divin, c'était la nature, c'était l'instant, c'était le présent. Bien, ça a le mérite d'être clair. Sans doute représente-t-il quelque chose, John Locke, de la pensée occidentale totalement indifférente à l'esclavage des Noirs, la pensée occidentale européenne à cette époque. Je vous propose. Mais elle est pas loin de ça. On a sophistiqué un tout petit peu, mais les dominants occidentaux ont la même relation avec l'Afrique, avec les peuples autochtones. Ils ont cette vision qui est similaire. Et maintenant, les mœurs ont changé, les lois ont changé, les règles ont changé. Ils peuvent plus le dire et le vivre de façon aussi directe, mais c'est exactement ça. Et les médias sont clafis de cet état d'esprit. C'est hallucinant à quel point nos médias sont colonialistes, quoi. C'est incroyable. Alors, d'où ça vient? Est-ce que c'est les descendants des colons qui ont des colons quand on colonisé l'Algérie, qui ont pris l'ambiance, qui ont calculé, qui ont investi l'ambiance des médias? Fabienne Bersegol, vous êtes une spécialiste de Chateaubriand. Il y a un livre qui, lorsque Chateaubriand avait 20 ans, d'accord, donc on va arrêter là et on va passer après sur Chateaubriand. Voilà. En fait, dans cette émission, il y a les trois John Locke, Chateaubriand et Volney. Donc voilà, on va voir comment Chateaubriand a vu cette Amérique. Et je pense que c'était le 18e et le 19e siècle, en fait, cette période. John Locke, c'est quelle époque ça d'ailleurs? On aimerait bien savoir, John Locke. On va voir tout de suite. Locke. John Locke, 1700. Ah oui, c'est le 16e siècle, c'est le 17e siècle. Il est né en 1632, il est mort en 1704.
D'accord. Donc oui, c'était très proche, assez proche finalement des débuts de la colonisation, parce que 1500, en gros, entre le XVIe siècle, ça a été le siècle où les colons ont percé là-bas, ont envoyé le dur de la troupe pour s'accaparer les terres, pour s'imposer en fait. C'est tragique quand on y pense. Comment ces peuples ont vu arriver, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit, qu'est-ce qui se transmettait. En plus, comme on a nié plus ou moins leur culture, on n'a pas on a on sait pas grand-chose de leur façon de penser. On sait des choses, bien sûr. Heureusement, il y avait des gens qui ont pu aller de leur côté, qui ont pu essayer de comprendre transmettre leur voix, mais on en a perdu beaucoup, en fait, de leur façon de penser, de voir, de vivre ce monde. C'est quand même un peu tragique, hein, quand c'est pas un peu tragique, c'est un peu, c'est compliqué de pouvoir inclure tout ça, inclure le pire dans l'évolution. Et pourtant, c'est ce qui devait se passer. Si ça s'est passé comme ça, c'est que l'humanité, elle ne se trompe pas dans l'évolution, le principe d'évolution. Pour dominer nos pulsions, notre façon de nous comporter, donc la maîtrise progressive du comportement, pour parvenir à une maîtrise totale de ce comportement, eh bien on devait imposer des lois, s'imposer des interdits. Que lorsque nous étions primates naturels, comme nos cousins chimpanzés, il n'y avait pas de livre pour dire ça tu le fais pas, ça tu le fais, ça tu le fais pas, etc. Il y avait une sorte de morale sous-jacente qui était là, qui faisait que quand un dominé faisait acte de soumission, le dominant, au lieu d'en profiter, il pouvait en profiter puisqu'il est plus fort, etc. Il le fait pas. Il y avait les actes de réconciliation, il y avait l'amour fraternel, il y avait la fraternité, il y avait l'altruisme, il y avait toutes les valeurs qui étaient déjà présentes là. Mais il y avait les mauvais comportements, la possibilité de s'affirmer aux dépens d'autrui, la possibilité d'agresser autrui, de lui voler ses choses, etc., etc. Et qui faisait que une troupe de chimpanzés n'est pas dans la tranquillité. Il y a un taux d'agressivité dans une journée qui est très important. Donc, c'est pas la sérénité. Et l'humanité doit revenir à un stade plus ou moins lié à la nature, comme ça, mais en ayant écarté ce côté qui nous empêche d'être en contemplation, qui nous empêche d'être dans le bonheur absolu. Le bonheur absolu, l'extase, il est possible que si on est dans la tranquillité. Le problème de notre cousin chimpanzé, de nos origines, donc, c'est que il est soumis aux caprices du climat, il est soumis aux prédateurs, il est soumis à tout un tas de choses qui l'empêchent, et au système dominant-dominé, et qui l'empêchent d'être dans cette sérénité absolue qui permet l'extase. Eh bien, tout le chemin de l'humanité, c'est la maîtrise progressive de ce comportement pour atteindre l'état de sagesse absolue, d'extase. Et évidemment, en comprimant ce désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, l'homme, comme il était interdit de faire ça, eh ben, il fallait qu'il le fasse d'une manière indirecte. Là, par exemple, ce désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, il a fallu qu'il trouve des voies presque qu'il s'est arrangé pour s'imaginer légal, c'est-à-dire ce qu'a dit John Locke, c'est-à-dire
puisqu'ils ne cultivent pas la terre, on décrète que la terre ne leur appartient pas, et donc elle peut nous appartenir. Voilà. Donc c'est de la perversité absolue, mais c'est une manière de transformer le système de dominant absolu qui ravage et qui va comme ça et qui s'embarrasse pas de principes ni de lois. L'homme cherche à travers ces lois à abuser d'autrui. C'est la perversion narcissique qui permet ça, où voilà, le psychopathe, il y va, il se pose pas de problème, il domine, il va dans cette mécanique-là. La perversion narcissique va chercher à utiliser les canaux de la légalité, etc. Même si, quitte à l'abuser, hein, c'est la fiole de Colin Powell, enfin de tous les faucons qui étaient derrière lui et qui l'ont amené comme leur représentant à l'ONU, en disant voilà, on peut aller les massacrer parce qu'il y a cette chose-là. C'est un mensonge. Et ça n'a même pas été, comme c'est la justice des vainqueurs qui s'impose, on l'a même pas analysé, cette chose-là, parce que c'est un crime contre l'humanité. Le fait d'abuser l'ONU, c'est le père des nations, c'est notre père, c'est l'humanité, l'ONU. Donc le fait d'abuser l'ONU, c'est un crime contre l'humanité. Là, les faucons américains devraient être condamnés pour crime contre l'humanité. C'est évident et c'est pour ça qu'ils cherchent à tenir le pouvoir, parce que le jour où, et ça va arriver, ce jour où l'Occident va perdre ce pouvoir, eh ben, le tribunal international, il va travailler à donf, parce que c'est clair que le nombre d'abus de l'humanité, c'est inouï, quoi, hein, de ce côté-là. Donc voilà, on va arrêter là. Merci de votre écoute. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans ces vidéos atypiques, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité de l'espace. Et puis, vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle où j'explique tout ça depuis 25 ans déjà. Et merci de votre présence et voilà, de plus en plus nombreuse. Merci, au revoir.